Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire Patrimoine 24 organisé ce mois-ci sur la thématique de la santé. Alors, la crise de la Covid-2019 a témoigné de la capacité du secteur de la santé à innover afin de répondre à cette pandémie. Y aura-t-il un impact positif sur le secteur à long terme grâce à l'adoption accélérée de nouvelles technologies? Une prise de conscience de l'impact sociétal de cette thématique va-t-elle émerger? Les tendances démographiques à long terme, telles que l'augmentation de l'espérance de vie ou le vieillissement de la population, offriront-elles des perspectives positives à l'ensemble du secteur? Ces innovations vont-elles permettre de voir émerger de nouveaux marchés et de perturber les anciens? C'est tout l'enjeu de ce webinaire que nous nous apprêtons à démarrer avec trois intervenants experts dans ce domaine. Donc, pour la maison Candriam, j'ai le plaisir de recevoir Rudy van den Eyde. Vous avez commencé votre carrière chez Dexa Bank Belgium en middle office Eurobonds, puis en trading sur devises et gérant de portefeuille. Vous avez rejoint Candriam en 98 en tant que gérant equity et vous êtes responsable des thématiques globales ainsi que gérant des fonds liés à la santé depuis 2011. Rudy, bonjour. Bonjour. Pour la maison Edmond Rothschild Asset Management, Sébastien Malafosse. Sébastien, vous êtes co-gérant du fonds EDR Healthcare chez Edram. Vous avez fait des études de pharmacie. Vous avez passé l'essentiel de votre carrière à couvrir les valeurs du secteur de la santé au sein de plusieurs sociétés de bourse. Et vous avez rejoint le monde de la gestion d'actifs chez Edram en 2021. Sébastien, bonjour. Bonjour Guillaume. Et enfin, Christophe Inizan pour la Française AM. Christophe, vous êtes le directeur de la distribution chez la Française où vous avez passé l'essentiel de votre carrière après des études de droit. Vous êtes en charge de la distribution sur le marché français de l'ensemble des expertises du groupe La Française. Christophe, bonjour. Bonjour Guillaume. Voilà, je suis ravi de vous accueillir tous les trois pour parler de cette thématique assez large qu'est le secteur de la santé. Alors, je voudrais commencer par poser une première question. Alors, Sébastien, par exemple, voilà, est-ce que vous pourriez nous resituer un petit peu quelles sont les thématiques et les tendances d'intérêt plus particulières dans ce secteur de la santé? Merci Guillaume. Nous, la première thématique vraiment qu'on met en avant, c'est la poursuite de l'innovation dans le secteur de la santé, l'innovation qui est très forte. Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est un moteur essentiel de la croissance du secteur. Et l'innovation est très forte. L'année dernière, la FDA a autorisé 37 médicaments innovants, donc c'est un chiffre qui est encore assez important. L'innovation se trouve dans plein de domaines thérapeutiques. On peut citer évidemment l'oncologie, avec des nouvelles technologies comme l'ARN messager qui vont pouvoir nous permettre de personnaliser des traitements contre le cancer. On a aussi des avancées dans le domaine des maladies orphelines. On a notamment la thérapie génique qui est en train d'arriver, par exemple dans l'hémophilie. Je pense aussi à l'innovation qu'on a dans le diabète ou dans l'obésité avec des traitements potentiellement colossaux en termes de chiffre d'affaires qui sont en train d'arriver sur le marché. Il y a également des développements dans la maladie d'Alzheimer avec des premiers traitements qui permettent de ralentir l'évolution de la maladie. Donc, l'innovation foisonne vraiment en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, c'est vraiment le premier point qu'on met en avant. La deuxième tendance aussi qui est très importante selon nous, c'est toute la tendance à l'externalisation du secteur et à la biologie, aux biotechnologies. Donc, externalisation et biotechnologie vont de pair. Ça permet à tout un tas d'acteurs nouveaux d'émerger qui vont aider notamment les sociétés pharmaceutiques à développer des médicaments, que ce soit en termes de recherche et développement pour conduire des essais cliniques, comme notamment les CRO, que ce soit en termes de production des médicaments comme les CDMO. Donc, on a énormément de sociétés qui sont vraiment portées par ces tendances lourdes et qui sont autant d'opportunités d'investissement pour nous. Merci Sébastien, c'est très clair. Rudy, pour la maison Candriam, selon vous, quels sont les arguments pour convaincre un investisseur de s'intéresser à cette thématique de la santé? Nous, on voit deux tendances, deux facteurs qui poussent le secteur à court terme, à moyen terme, jusqu'à long terme. Et c'est d'abord la démographie aussi, parce que on constate, les maladies en général, ils viennent avec l'âge et la population globale. Donc, pas mal de pays, la majorité des pays, la population, elle vieillit bien sûr. Donc, ça veut dire que le nombre de patients, il va monter chaque année pour la majorité des maladies. Donc ça, c'est un facteur. Et ça aussi, c'est une prédiction qui est très, très tangible. Et les gens qui vont avoir 65 ans d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils existent déjà, ils sont déjà ici, bien sûr. Donc c'est le genre de prédiction qui est très fiable, je dirais. Et deuxièmement, donc un deuxième facteur très important qui a été illustré très bien par Sébastien, c'est l'innovation. C'est l'innovation afin de traiter tous ces patients, de venir avec des innovations, et qui fait aussi que, indépendamment de l'état de l'économie et autre chose, les sociétés, ils peuvent faire leur beau temps pour eux-mêmes. Celui qui est vraiment innovateur, on sait que le pool de patients sera là
peu importe s'il y a une récession, oui ou non, et qu'avec ces produits innovateurs, cette société peut se faire une croissance assez remarquable. Donc, vieillissement et innovation quelque part pour répondre à ce medical need et à mieux traiter les patients, bien sûr, parce qu'on oublie souvent, comme investisseur aussi, c'est quand même, il faut qu'il y ait des améliorations pour traiter les patients. Oui, bien sûr, on y reviendra dans tes questions ensuite, effectivement, Rudy. De votre côté, Christophe, chez la Française, donc le secteur de la santé, c'est un secteur que vous connaissez bien. Et quelle place ça occupe dans vos gestions? Oui, alors pour compléter, sans paraphraser ce qui a été dit précédemment, effectivement, l'économie de la santé au sens large, alors nous on l'adresse sur un biais, il y a une équipe dédiée au niveau infrastructure davantage que purement financier à proprement parler, même si on a des fonds dédiés à cet univers-là. Mais pour compléter le propos sur notamment les tendances de très long terme, parce que je pense que ce qui commande l'appétence des investisseurs et de toutes les parties prenantes, notamment sur cette thématique, c'est en particulier, ça a été dit, la démographie certainement, l'augmentation de la population, mais aussi le vieillissement. Et souvent, on adresse la santé au travers de la problématique du soin, que ce soit du bien-être, que ce soit des problématiques des maladies, mais et jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de santé en corollaire du vieillissement. Il faut juste avoir à l'esprit que la santé, ça n'est pas que lorsqu'on est âgé. Alors effectivement, il y a une population de plus de 65 ans qui va considérablement augmenter dans le monde et en Europe et en France en particulier. On a quelques chiffres assez parlants sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Mais la santé, c'est beaucoup plus large. La santé, ça démarre à la naissance et ça se termine le plus tard possible. Ce qu'il faut retenir, c'est que on vit de plus en plus âgé et on veut vivre de plus en plus âgé en bonne santé. Et donc, toute la notion de santé s'étend au bien-être. Et ce bien-être-là concerne bien sûr le patient en tant que tel, l'individu que nous sommes toutes et tous, mais aussi, par extension, la famille, tous les aidants. Et vous verrez, on l'abordera tout à l'heure, que la santé, c'est un thème d'investissement beaucoup plus large qu'on l'imagine. On a beaucoup parlé en France en particulier de la dépendance, mais le corollaire, une nouvelle fois, de cette thématique de santé liée au vieillissement, c'est aussi le fait qu'il y a de plus en plus d'individus autonomes qui veulent vivre en bonne santé. Et en ce qui nous concerne à la Française, on a dédié une équipe à adresser ce segment-là de la santé au travers de ce prisme un petit peu particulier, avec un biais très infrastructure que j'aimerais tout à l'heure. Très bien, merci Christophe. Donc là, on a vu un petit peu au niveau macro ce que l'on entend par santé et puis les tendances de fond qui peuvent nous pousser à nous intéresser à ce secteur-là. Sébastien, pour Edram, de manière un peu plus financière et en termes de stratégie d'investissement, pourquoi est-ce que vous considérez qu'il est important d'investir dans la santé et qu'est-ce qui caractérise plus particulièrement cette thématique chez vous? Pour nous, il est important d'investir dans la santé pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un secteur qui a des caractéristiques uniques. Évidemment, tout le monde a en tête l'aspect défensif du secteur de la santé qui peut tout à fait être intéressant dans des périodes d'incertitude économique comme on traverse aujourd'hui. Encore une fois, moi, ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est cet aspect innovation qui va vraiment apporter de la croissance au secteur. Donc, je crois que l'idée qu'il faut avoir en tête, c'est un secteur de croissance pour nous avant tout. Donc ça, c'est un point très important. Le deuxième, c'est selon nous, la santé est un investissement cœur de portefeuille. Cette croissance, elle est intéressante parce qu'elle va être stable et durable, continue sur une longue période. Si vous vous amusez à comparer l'évolution du PIB mondial depuis 20 ans, vous allez voir les crises et les récessions qu'on a traversées. Si vous regardez l'évolution des dépenses de santé sur cette même période, il y aura à peine des creux, mais vous verrez plutôt une droite quasi rectiligne. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le secteur de la santé et c'est ça très certainement qu'il faut essayer d'aller capter via les décisions d'investissement que l'on peut faire. Merci Sébastien. Rudy, quand on se met du côté de ce secteur-là et des investissements importants qui sont à réaliser, pour un investisseur, est-ce que finalement il y a un alignement d'intérêts entre la manière avec laquelle l'investisseur investit et puis finalement ce qu'attend le client de ces sociétés? Est-ce qu'il y a vraiment un alignement d'intérêts ou est-ce qu'on pourrait considérer que l'alignement est plutôt divergent? C'est en effet une question qui nous revient beaucoup. On dirait que c'est plutôt aligné. Parce que contrairement à beaucoup d'autres secteurs, si on pense par exemple le lancement de nouvelles voitures, le branding, le marketing, ça peut être très important. Peu importe, les performances sont importantes, mais branding et autres choses sont importantes. Si on regarde dans le secteur soin de la santé, un produit, soit un médicament, une technologie, un service, est prescrit.
est approuvé déjà d'abord par les autorités, est prescrit et est remboursé uniquement parce que ce produit aide le patient, fait du bien pour le patient. Et la concurrence et la market share dépendent vraiment des qualités intrinsèques d'un médicament afin donc de mieux traiter le patient. Donc, quelque part, si une société développe un nouveau produit innovateur, le patient va gagner parce que le produit est jugé uniquement là-dessus. Mais la société innovatrice va gagner, bien sûr, aussi. Donc, quelque part, les intérêts sont vraiment, pour nous, sont vraiment alignés. Ouais. Merci Rudy. Christophe, si on rentre un peu plus concrètement dans la stratégie qui est menée par la Française AM sur ces thématiques-là, c'est quoi cette stratégie? Qu'est-ce que vous déployez comme stratégie pour répondre à ces thématiques de la santé? Oui, si je peux juste me permettre de compléter sur l'alignement, parce que c'est un sujet vraiment majeur, surtout dans le contexte français qu'on connaît toutes et tous. Oui, je pense qu'on oublie souvent quand on parle de santé, une partie prenante qui est importante, c'est les professionnels de santé. On parle souvent du patient, des investisseurs que nous sommes toutes et tous, des épargnants, mais l'alignement, il inclut également les professionnels de santé. On l'a vu pendant la crise du Covid il y a quelques temps, mais bon, nous, on fait attention à aligner en amont l'intérêt et la demande des professionnels de santé, qui est très spécifique, avec les attentes des investisseurs et bien sûr les patients au travers du parcours de soins. Donc, en ce qui nous concerne, pour répondre à votre question, à ta question, Guillaume, c'est que la stratégie est déclinée de manière un petit peu complémentaire. Il y a 3 piliers principaux. Il y a un pilier qui va adresser classiquement, je dirais, le secteur médico-social via notamment les besoins de soins de santé de proximité. Donc on l'illustrera tout à l'heure, mais typiquement, c'est des maisons de santé pluridisciplinaires au niveau infrastructure. On a besoin de compenser l'insuffisance des pouvoirs publics sur ce segment-là. Et il y a des très forts besoins au niveau des investisseurs privés, donc on s'y emploie. Il y a un deuxième pilier qui est ce qu'on appelle les besoins en termes de bien-être, donc d'accompagnement des patients, mais pas que. Alors, pour illustrer mon propos, c'est intéressant de parler par exemple des cures thermales ou des thalassos, c'est aussi de la santé, pour illustrer mon propos. Et puis, un autre élément qui est très inclusif, une nouvelle fois, parce qu'on viendra tout à l'heure sur la dimension ESG, mais c'est une thématique sociétale, la santé, donc il faut faire très attention à la façon dont on l'appréhende et dont on l'adresse. C'est toute la dimension de co-living, pour permettre notamment aux accompagnants dont je parlais tout à l'heure d'être au plus proche des patients lorsqu'il y a des besoins d'être en proximité. Donc nous, on a déployé cette stratégie de cette manière, avec une dimension bien sûr ISR, alors plutôt orientée d'ailleurs sur la dimension sociale et sociétale, qui me semble majeure, et on le fait au niveau global, dans un souci, une nouvelle fois, de répondre aux intérêts des différentes parties prenantes. C'est une nouvelle fois très, très important, puisqu'on a vécu pendant de nombreuses années sur un secteur de la santé traditionnel, en quelque sorte, structuré autour notamment au niveau infrastructure des classiques hôpitaux, cliniques. Mais nous, on essaie d'adresser quelque chose qui correspond davantage aux enjeux sociétaux de demain liés au vieillissement de la population dont je parlais tout à l'heure. Merci Christophe. De votre côté, Sébastien, chez Edram, quelle approche d'investissement vous préconisez? Alors, l'idée chez nous, c'est d'avoir une approche qui est sous-secteur agnostique. Donc, on essaye vraiment de se positionner sur l'ensemble des sous-segments du secteur de la santé. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que d'une année sur l'autre, il pouvait y avoir quand même beaucoup de volatilité. Une année, un secteur va bien marcher, l'année suivante, probablement un peu moins. Donc, on essaye vraiment de saisir les opportunités sur l'ensemble des sous-secteurs pour vraiment capter cette croissance des dépenses de santé sur le long terme. Donc, c'est le premier point. L'autre élément, c'est que dans la façon dont on va aussi construire notre portefeuille, on va essayer d'avoir un équilibre entre, d'une part, des valeurs peut-être à plus fort contenu technologique, plus innovantes, avec peut-être aussi plus de potentiel de croissance, mais d'autre part, des sociétés qui seront peut-être avec un peu moins de croissance, mais peut-être aussi plus récurrentes, plus visibles, avec aussi peut-être plus de profitabilité, plus de génération de free cash flow, et probablement des valorisations aussi un peu moins exigeantes. En fait, ces deux jambes qu'on construit dans notre portefeuille nous permettent de capter encore une fois cette croissance sur le long terme en essayant d'éviter un peu les soubresauts macroéconomiques qu'on peut avoir. Donc, on a cette approche-là. Et l'autre élément qui a aussi été mentionné par mes camarades, c'est l'aspect ESG et impact, je dirais. On essaie vraiment d'investir dans des sociétés qui ont du sens en termes de valeur ajoutée de l'innovation qu'elles vont
aller chercher. Et donc, l'idée, c'est vraiment que les innovations qu'elles vont produire, ces sociétés, servent vraiment à répondre à des besoins qui étaient jusqu'à présent sans réponse, et donc à traiter des maladies parfois nouvelles, aider effectivement les praticiens à répondre à ces problématiques. Et non seulement on pense que évidemment c'est intéressant sur le plan du sens et de l'impact, mais évidemment en termes financiers, je suis convaincu que ça a des conséquences, parce qu'un médicament innovant qui va trouver sa cible va aussi arriver sur le marché avec un prix probablement supérieur à une innovation qui serait de moindre qualité, arrivera aussi probablement plus facilement sur le marché parce qu'elle aura le soutien aussi des pouvoirs publics dans ce sens. Donc voilà, c'est tous ces éléments qu'il faut très certainement avoir en tête au moment de construire une stratégie d'investissement dans la santé. Merci Sébastien. Rudy, je voudrais avoir votre avis sur le secteur vu du prisme des fusions et des acquisitions. On sait que c'est un secteur qui peut être amené à se consolider, ou en tout cas sur lequel il y a du build-up qui est réalisé. Est-ce que cette consolidation, c'est pas de nature à créer un contexte un peu anti-compétitif, voire même de diminuer la capacité d'innovation des sociétés? Qu'est-ce que vous en pensez chez Candriam? En effet, Guillaume, on voit beaucoup de fusions et d'acquisitions, et surtout dans notre fonds de biotechnologie, on vit chaque année un certain nombre. Est-ce que ça réduit la capacité d'innovation? Dans le passé, on a vu de temps en temps des grands laboratoires qui fusionnent, mais les dernières années, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les grands laboratoires de pharmacie ou de biotechnologie achètent plutôt de petites sociétés ou de sociétés d'une taille plus moyenne qui sont au stade de développement de leurs produits encore. Et quelque part, il y a une symbiose là qui se fait. Parce que quelle est la force d'un grand laboratoire? Entre autres, bien sûr, de développer en clinique un médicament, d'avoir l'approbation des autorités, mais aussi de commercialiser dans beaucoup de pays, partout sur la planète. Tandis qu'une petite société peut être très innovatrice, assez fort en développement clinique, mais manque quelque part le punch commercial. Donc, quelque part, en mettant un médicament très prometteur dans les mains d'une société plus grande, par acquisition, ça fait que quelque part, on peut peut-être faire le développement plus vite, ce qui est bien pour les patients, mais aussi le commercialiser dans beaucoup plus de pays. Donc, les patients, dans beaucoup plus de pays, auraient accès potentiellement à ces médicaments, ce qui est très bien sûr, de leur point de vue. Donc, quelque part, si ce n'est pas surpayé, tout le monde gagne. La grande société peut augmenter quelque part son offre commerciale et maximaliser la commercialisation d'un nouveau médicament. La petite société, bien sûr, elle gagne et ses investisseurs gagnent parce que bon, des gens comme nous trois ici au pôle, on ne va pas laisser partir une société très innovatrice pour des prix bradés. Et finalement, les patients, surtout dans de plus petits pays, gagnent parce qu'une petite société de biotech ou de pharmacie n'a pas la force commerciale d'aller partout dans le monde. Donc, quelque part, si c'est bien fait, tout le monde gagne. Voilà, donc finalement, ça ne diminue pas l'innovation, mais au contraire, c'est quelque chose de vertueux, que cette cyclicité. Très bien. Merci Rudy. Christophe, pour rentrer un petit peu plus dans le concret, quelles sont les solutions que vous proposez dans votre gamme dans lesquelles on peut retrouver cette expertise dont on parle depuis quelques dizaines de minutes maintenant? Oui, alors je pense que vous l'aurez compris, on a un positionnement un petit peu atypique sur cette classe d'actifs acycliques, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la décorrélation de l'univers de la santé est un élément très important, y compris dans les véhicules qui couponnent en quelque sorte, que par essence on gère entre autres sur la partie immobilière du groupe La Française, au travers de véhicules d'épargne immobilière collective non cotés pour le coup. Donc là, typiquement, nous, on va proposer un véhicule qui délivre du rendement dans un couple risque-rendement optimisé. On essaie de contrôler la volatilité, c'est un sujet majeur, avec des cash flows longs indexés sur des baux de très très long terme, parce qu'on a souvent des baux qui offrent une visibilité très forte. Parler de prédictibilité tout à l'heure, on est typiquement dans cette démarche-là. Donc le fonds dont on parle, pour être précis, c'est une SCPI pour le coup qui s'appelle LF Avenir Santé, qui a quelques caractéristiques en synthèse, qui est d'investir sur de l'immobilier de santé de cœur de ville en proximité, réversible par essence, ça c'est très important, pour pouvoir ajuster les usages évolutifs dans la durée. Au niveau européen, bien évidemment, donc on investit, que ce soit en France, en Irlande, par exemple, au Benelux ou demain en Allemagne, sur des métropoles. Et bien sûr, tout cela dans une dimension encapsulée, je dirais, dans une dimension ESG, ISR qui est incontournable
a fortiori dans cet univers qu'est la santé. Et puis comme on est sur un moment de marché un peu particulier aujourd'hui, on a conscience qu'il faut avoir des actifs de qualité, des parties prenantes que sont les locataires de qualité. On est très attentif à ce qu'on loge dans le fonds pour préserver la valeur dans la durée. Et comme tu le disais tout à l'heure en introduction, on a une expertise de très longue date sur cette classe d'actifs qui est très particulière, surtout quand on l'adresse au travers des infrastructures, puisqu'il y a une dimension sociétale extrêmement puissante. Donc le fonds, c'est LFM Santé, puisque c'est la minute publicitaire. Exactement. Merci Christophe. Sébastien, du côté d'Edram, dans cette expertise que vous avez évoquée, concrètement, dans quel fonds, dans quelle gamme de fonds on peut la retrouver? Alors, je citerai le fonds que je co-gère, qui est donc le PDR Fund Healthcare, que j'ai rejoint il y a maintenant 2 ans. Donc, c'est un fonds généraliste santé. Donc, comme je l'ai indiqué précédemment, on investit dans tous les sous-secteurs de la santé, donc aussi bien la pharma que la biotech, que la medtech, les outils des sciences de la vie, ou voire même des sociétés de services comme des assureurs, notamment aux États-Unis. Et donc c'est un fonds qui est un fonds de conviction. On a un nombre relativement limité de lignes en portefeuille, une quarantaine. C'est un des plus vieux fonds thématiques de la place, puisqu'il a été créé en 1985. Donc comme je le disais, je le co-gère aux côtés de Adeline Salabarou, qui elle est responsable de la performance du fonds depuis plus de 10 ans maintenant. Merci beaucoup Sébastien. Et enfin Rudy, chez Candriam, cette expertise, on la retrouve dans quel fonds ou dans quelle gamme? Oui, chez Candriam, ce secteur, c'est une axe importante. Et là, on a construit une équipe assez importante aussi. On a plusieurs fonds. Et j'avais mentionné le fonds de biotechnologie qui existe depuis 2000 et que j'ai géré depuis le lancement. C'est un fonds vraiment axé sur l'innovation thérapeutique qui vient du sous-secteur de la biotechnologie. On a vu la naissance de beaucoup de médicaments extrêmement innovateurs dans pas mal de maladies. On a aussi un fonds généraliste qui s'appelle Candriam Life Care, qui est un fonds généraliste qui existe depuis 1997 et qui couvre aussi donc tous les sous-secteurs, tous les sous-segments afin de vraiment capter la croissance à long terme de ce secteur, surtout avec tous les aspects. Et finalement, notre dernier né, c'est un fonds d'oncologie, Candriam Oncology Impact, qu'on a lancé en 2018, et que c'est un fonds qui focalise vraiment sur des sociétés qui développent des produits afin de faire la recherche, le diagnose, le profiling du cancer, mais bien sûr aussi le traitement du cancer, tous les aspects, par des médicaments thérapeutiques, par la radiation, etc. Et c'est un fonds donc où on s'engage aussi pour donner 10% de net management fee à des institutions qui font la lutte contre le cancer. Et en France, notamment en France, c'est Gustave Roussy, bien connu pour le traitement, mais aussi la recherche pour lutte contre le cancer. Oui. Mais écoutez, merci à tous les trois, c'est passionnant. On pourra en parler évidemment des heures. On a bien conscience que cette thématique de la santé, c'est une stratégie d'avenir, qu'on la traite sous forme d'infrastructure ou d'immobilier ou à travers l'innovation sur des sociétés dans la biotech. On voit qu'on a la capacité d'aller bâtir un portefeuille assez diversifié dans cet univers-là. Merci pour tous ces éclairages. Évidemment, vous tous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes de distribution de chacune de ces maisons, donc Edram, Candriam ou la Française AM, qui pourront vous apporter toutes les réponses aux questions que vous pourriez avoir, que ce soit en termes de référencement, en termes de documentation, pour pouvoir en parler à vos clients. Merci à tous les trois. Merci et puis beaucoup. à très bientôt à vous tous pour un prochain webinaire Patrimoine 24.